Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. La violence se déchaîne dans notre archipel. 6 morts en 48 heures. La dernière victime a été abattue hier soir aux Abîmes. Quelle solution pour enrayer ce fléau? Les services de l'État vont se réunir dans les prochains jours pour créer un véritable état-major capable de faire face à cette situation d'exception. Et les services de la Poste paralysés. La CFTC, FO et Sud PTT ont entamé un mouvement de grève illimité. Les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail, notamment à la Banque Postale. L'éclairage d'ATV Guadeloupe est à venir. Et c'est une petite révolution dans le monde administratif. Le renouvellement des documents d'identité sera simplifié. Fini les longues files d'attente, place au simple clic sur Internet. Les détails de Linda Kayarsi sur ce véritable choc de simplification. Et l'emblématique danseuse et chorégraphe Léna Blue fait appel à votre générosité pour financer une école de danse. Un appel solidaire populaire mis en place sur Internet. La mode du crowdfunding peut-elle sauver la danse? Réponse en fin de journal avec Isabelle Hameau. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. 5 meurtres en 48 heures. La dernière victime de cette série était âgée de 24 ans. Le jeune homme connu des services de police a succombé à plusieurs blessures par arme à feu hier soir dans le quartier de 4 Chemins aux Abîmes. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. La loi des tristes séries continue dans notre département. Cette fois, le drame s'est déroulé à la section 4 Chemins. Un jeune homme d'une vingtaine d'années aurait reçu plusieurs balles dans le dos tirées par un individu encagoulé. Il le poursuivait armé d'un fusil de chasse. Une scène surréaliste, une conductrice qui rentrait chez elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. En tout cas, je pour me rentrer en casement et sur Chazo et en tout cas, tournant la vers aux 4 chemins. Et en quittant 3 coups de fusil. Mais en pas rendre compte que c'était coup de fusil, on pensait à péta. Et en fait, on pas vrai pour lumière, mais on qui voit 3 petits boucans qui déboulent là, ils ont mis là, il a couru pour rentrer vers le chemin. Et moi, on continue à avancer et en regardant le rétroviseur, moi, je ralentis. Et là, on ralentit, on avance. Et on lui dit, retourner. Mais après ça, l'idée a dit, pas retourner. Alors, on continue progressivement à avancer, mais on pensait après à fusil. Et on dit, mais peut-être on peut blesser parce que vraiment, on est rentré là, ces coups de fusil la fait. Et on pensait à être blessé, mais on dit peut-être on pas senti à y aller, on genre gardez-moi, pas comprendre. Et puis finalement, on continue chez moi. Et c'est bon matin là, à 7h du matin là, qu'on a ouvert radio, moi aussi, en zone, en radio, média. En 4 tonnes de là, on peut dire qu'on est bouleversé, bousculé par ça. Parce qu'on rend moins compte, c'est long, on rend moins compte quand tu manqué pris dans fusillade là, ça. Pour l'heure, l'auteur des coups de feu n'a toujours pas été identifié. L'enquête a été confiée au commissariat central de Pointe-à-Pitre. Conflit de voisinage, crimes passionnels, agressions crapuleuses. Le recours à la violence est devenu monnaie courante dans le règlement des conflits en Guadeloupe. Quelle solution pour enrayer cette violence? Pour Gabriel Louis Caraba, maire de la ville du Moule, les réponses pour vaincre ce fléau exigent des efforts partagés de tout un chacun. On écoute un extrait d'un entretien qu'elle a accordé à Patrick Curie et à Moïse Dexter aujourd'hui, au lendemain des drames qui ont secoué sa ville. Il y a eu quand même 3 personnes qui sont mortes le samedi soir, en fait dimanche matin. Et puis, alors c'est vrai que c'est de la violence.
Et c'est surtout que je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, puisque après, nous avons un jeune moulien qui se trouvait à Sainte-Rose avec un ami, et pour pouvoir lui voler son scooter, on a blessé l'ami, et le petit jeune qui est très jeune, à peine 21 ans, qui est mort aussi pour son scooter. Ensuite, vous avez eu aux abîmes, hier soir encore. Donc, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette violence gratuite, cette violence, on tue pour tout et pour n'importe quoi. Alors, parce qu'on veut voler, pour des règlements de compte, peut-être des crimes passionnels, on en parle, mais je dis qu'on arrive trop vite à prendre des armes pour pouvoir tuer. Alors, je pense que nous devons prendre conscience que dans ce département, nous sommes devenus violents et que nous devons tous ensemble se dire « cela suffit ». En début d'année, déplorer ces homicides, déplorer cette violence en tant que mère de famille, en tant que chef d'édilité, je dis à tous mes compatriotes de prendre conscience que cela ne peut plus durer. Et la jalousie semble être le moteur du drame passionnel qui s'est produit en tout cas samedi soir au Moule. L'auteur de ce double meurtre a été décrit comme un homme jaloux et excessivement possessif. Que pensez-vous de ce sentiment? La jalousie qui, poussée à son paroxysme, peut conduire à commettre l'irréparable. On écoute deux avis recueillis ce matin par Karen Diamin et Isabelle Hameau. Non, je ne suis pas jaloux. J'ai jamais été jaloux. De rien. Mais pensez-vous que la jalousie excessive peut amener au meurtre? Oui, bien sûr, ça peut arriver, oui. Je pense, oui. C'est ce qu'on voit des fois, oui. On ne comprend pas ces gens-là, mais bon, on n'est pas à leur place. Hein. Quand ça ne nous arrive pas à nous, on pense que oui, ça peut arriver à des extrêmes, oui. Ben oui, moi-même, je suis très jalouse, mais je ne pense pas que je peux arriver jusqu'à l'extrême. La jalousie, ça détruit un homme. Donc, il serait mieux de rentrer dans l'esprit de sagesse, de chercher des solutions qui soient conciliables. Pardonner, par exemple. Le pardon délivre. Je suis jalouse, mais je n'irai pas jusqu'à faire certaines choses. Je sais me maîtriser, en fait. Voilà. Si je suis jaloux, mais jaloux de moi-même, effectivement, l'irréparable, c'est un peu ajustable au comportement de chacun, quoi. Voir le vis-à-vis qu'on a, dont on peut être jaloux ou pas. Voilà, c'est un peu confus, mais oui, on peut commettre l'irréparable par jalousie. Moi, j'ai vécu quelque chose de difficile. J'ai appris à pardonner aux gens. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on peut devenir violent. On peut se détruire soi-même et détruire les autres. Donc la jalousie, en quelque part, c'est pas une bonne chose pour l'homme. Il faut combattre la jalousie par l'amour. Non, la jalousie, c'est un vilain défaut même. Pourquoi vous dites ça? Parce que être jalouse de quelqu'un ou quelqu'une, ça ne rime à rien. Et si on est en couple alors, la jalousie dans un couple? Bon, on peut avoir une jalousie, mais pas une jalousie maladive quand même. Et la réponse de l'État n'a pas tardé. Le préfet et le procureur général ont décidé de réunir dans les tout prochains jours un état-major de sécurité extraordinaire. Toutes les forces de sécurité y seront associées, le conseil régional, le conseil départemental, ainsi que le président de l'association des maires de Guadeloupe y seront conviés. L'objectif, amplifier l'action commune pour que les violences cessent dans notre archipel. Et au chapitre social, plusieurs organisations syndicales ont entamé un mouvement de grève illimité à la Poste de Guadeloupe ce matin. Les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. Reportage Karen Diamin, Isabelle Hameau. Ils étaient une centaine d'agents de la Poste mobilisés ce matin devant le centre de messagerie de Bergevin. Ils déplorent les mauvaises conditions de travail et la précarité omniprésente. Il y en a marre des situations là qu'on vit à les bureaux. Par rapport au manque d'effectifs, les suppressions de postes sans cesse, et d'autant plus que nous attendons tous les jours où la jeunesse, c'est dans la dérive, c'est la déviance totale. Simplement, nous commandons la poste, un véritable plan de comblement de postes. À partir du moment où un agent part à la retraite, il n'y a pas qu'à remplacer. Il faut savoir ça au réseau, c'est ça qu'a fait. Et il y a qu'à adapter l'organisation là, ça avec effectivement le nombre de départs à la retraite. Au bout du compte, les collègues, quand on compte qu'ils travaillent, ils sont à 5, ils travaillent peut-être à 2, on dit dans le bureau là, voire 3. Et c'est réalité là ça. Au départ, on va faire, mais à la longue, on va trouver qu'on ne peut pas en tout cas concilier vie professionnelle là
et vie familiale. Même si l'emploi est l'une de leurs priorités, l'intégration de l'accord Binot reste l'un des principaux points de leur cahier de revendications. La priorité, c'est l'emploi. Après, nous demandons aussi l'intégration de l'accord Binot, mais aussi de la prime ultramarine dans le salaire, comme le prévoit la clause de convertibilité de l'accord Binot. Aujourd'hui, là, il y a un projet et nous répondons à ça. Nous demandons une réponse à ça. Nous demandons aussi, en gros, sous la formation, parce qu'il y a un lot facteur là, mais il n'est pas formé. Et nous avons d'autres points, notamment la présence postale, parce que aujourd'hui, là, la poste a fermé des bureaux, notamment celui de Vieux-Bourg, en train de fermer. Et aujourd'hui, là, nous avons dit, il n'est pas question qu'on rende à la population service au rabais. Hier, une rencontre a eu lieu avec la directrice régionale, sans aucune véritable avancée. La direction reste tout de même ouverte à toute discussion constructive. Et Franck Lasserre n'est plus le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection cet après-midi. L'information nous est parvenue en fin de journée. Les magistrats ont finalement accrédité l'hypothèse d'une fraude massive lors de ces élections. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Et à l'occasion des Electric Days, le premier forum organisé par EDF à Paris pour promouvoir les capacités du groupe dans l'innovation énergétique, EDF Guadeloupe et le MEDEF Guadeloupe ont signé aujourd'hui un protocole d'accord afin de s'entraider dans le développement numérique de l'archipel. Concrètement, les entreprises guadeloupéennes pourront s'appuyer sur le distributeur pour accélérer la transition énergétique à leur échelle. On écoute les réactions de Bruno Blandin, de l'UDE MEDEF et Sylvain Vidal pour EDF. Cette transition énergétique qui va se mettre en œuvre autour de nouvelles technologies numériques, en particulier par exemple l'arrivée du compteur numérique qui va peu à peu se déployer dans l'ensemble des foyers guadeloupéens. Nous pensons qu'il y a des opportunités pour nous de partenariat avec des entreprises du monde numérique guadeloupéen. Voilà, nous avons notre compétence de métier d'énergéticien et puis voilà, nous sommes évidemment très intéressés à ce qu'autour de nous, il y ait des partenaires du numérique qui croissent, qui se développent et qui vont pouvoir avec nous relever les enjeux de la transition énergétique. Donc la première des choses, c'est que nous pouvons nous appuyer, je dirais, sur une entreprise performante et un fleuron français, ce qui nous apportera déjà la partie sécurisée, je dirais, de notre environnement, mais aussi de l'envie d'aller dans le numérique. Et EDF nous portera tout l'aspect technique de ce numérique au travers, comme vous a dit M. Vidal, dans un premier temps des compteurs. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Petite révolution administrative en tout cas avec la simplification des documents d'identité et puis l'appel aux dons de la danseuse et chorégraphe Lena Blue qui compte sur vous pour créer son nouveau centre de danse. Et voici une mesure qui devrait vous simplifier la vie. À partir du mois de mars, il ne sera plus nécessaire de remplir en mairie le formulaire CERFA pour renouveler sa carte d'identité. Vous pourrez faire votre demande directement sur Internet. Le détail avec Linda Kayarsi. Tout d'abord, il faut créer un compte personnel sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, puis saisir son état civil et son adresse. Un numéro vous est alors attribué. Il suffira ensuite de se rendre dans n'importe quelle mairie du département, équipé d'un dispositif de recueil, muni du numéro de pré-demande en ligne et des pièces justificatives. L'agent du service d'état civil n'aura plus qu'à vérifier l'exactitude des informations préalablement renseignées par le demandeur et à recueillir ses empreintes digitales. Dans ce dispositif, les communes ont un rôle important à jouer. Elles recueilleront les dossiers et remettront les cartes d'identité. Elles pourront également mettre en place des bornes numériques pour permettre aux usagers ne disposant pas du matériel informatique nécessaire de pouvoir effectuer leurs demandes. Comme l'allègement de la procédure de renouvellement du passeport, ce nouveau système pré-demande en ligne de carte d'identité s'inscrit dans le cadre du plan Préfecture Nouvelle Génération. Objectif, améliorer les délais et permettre de lutter plus efficacement contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité. En Martinique, le déménagement du centre hospitalier de Fort-de-France se poursuit vers le nouveau plateau technique. Aujourd'hui, c'était au tour du service des urgences de déménager, l'un des services les plus lourds à gérer. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Un déménagement aux aurores et seulement 3 heures pour transférer la centaine de soignants et le matériel. On avait déjà anticipé un petit peu la veille, mais on a commencé les premiers transferts de mobilier à 5 heures du matin, le transfert du matériel informatique, de façon à tout de suite les réinstaller dans les nouveaux locaux pour qu'ils soient opérationnels avant l'accueil du premier patient.
Difficile de se tromper, les nouvelles urgences se situent juste en face des anciennes. L'agencement des locaux a été totalement repensé pour diminuer le temps d'attente des patients. Environ 130 transitent chaque jour par ce service. Par rapport à l'ancien service, où nous avions des unités un petit peu éparpillées, d'un côté on avait la médecine, d'un côté les urgences chirurgicales, d'un côté les urgences psy. Ici, on a préféré regrouper tous les secteurs au même endroit, justement pour avoir le personnel au bon endroit, les patients au bon endroit et le matériel au bon endroit. Une nouvelle organisation qui devrait aussi optimiser la prise en charge des patients en fonction de leur situation. Les patients couchés qui sont vraiment pris en charge de façon sur une filière vers ce qu'on appelle le déchocage, c'est l'échange vital. On a aussi de l'autre côté les patients qu'on dit de filière courte qui viennent et qui sont pris en charge par une autre équipe qui ne sont pas pris en charge. Et puis on a aussi ce qu'on appelle l'hospitalisation de courte durée, l'UHCD, qui est à proximité avec des lits d'unités de soins continus. Les anciennes urgences, quant à elles, font pour l'instant office de salle d'attente transitoire pour désengorger les nouveaux locaux. Après travaux, l'espace devrait être dédié à l'imagerie nucléaire et aussi reconverti en bureau de consultation. Pour l'heure, les patients doivent s'habituer au changement et prendre leurs repères. Il a fallu qu'on me guide. Mais bon, après, je pense que c'est le moment d'adaptation. Pour l'instant, c'est un peu chamboulé, mais bon, ça va quand même. Tout est nouveau pour eux aussi, hein, comme pour nous. 4 unités doivent encore être transférées vers le nouveau plateau technique. Le déménagement devrait s'achever jeudi. Et il n'est pas toujours facile d'accompagner les personnes malades. C'est l'histoire justement que nous raconte ce soir notre invité dans un livre nommé Mon périple des dents. Comment il a accompagné sa mère en fin de vie. Michel Ondé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai un peu dit, hein, l'idée pour vous c'était de raconter un petit peu le calvaire vécu par les personnes dites aidants, qui accompagnent ces personnes en fin de vie ou pas. Pourquoi avez-vous choisi d'écrire ce livre ? Je risque peut-être de mécontenter certaines personnes, mais je vais dire pourquoi. Franchement, lorsque je regarde des émissions à la télé dont le sujet, c'est les personnes âgées, j'ai l'impression que les gens qui parlent viennent d'une autre planète, ou alors que c'est moi. Mais le plus souvent, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. C'est des messages incantatoires. Et dans le livre, je parle par exemple des problèmes que rencontre une personne âgée à la maison. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la télé. Je parle des problèmes qui se posent lorsque vous emmenez une personne âgée faire une balade hors de la maison. Jamais entendu parler de ça à la télé. Le travail de l'aidant avec une personne âgée à mobilité réduite. Jamais entendu parler. Je recommence de manière qu'on puisse bien comprendre. Le premier cadeau qu'on fait à une personne âgée, c'est une berceuse. Comme le temps est limité, je ne vais pas m'étendre sur la berceuse. Je dis pourquoi c'est le divan qu'il faut. Avec le divan, ça va retarder le fait que la personne puisse se mettre debout. Et elle prendra appui sur le rebord et elle se mettra debout. Avec le divan à 3 places, on met les télécommandes de la télé. Michel Ondé, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, démontrer, révéler dans ce livre qui décrit une réalité, en tout cas guadeloupéenne? Le fossé qui sépare la réalité lorsqu'on s'occupe de l'aidant avec ceux qui ont en charge de gérer les vieilles personnes. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? Il faudrait qu'ils descendent de leur piédestal et venir voir comment ça se passe. Parce que quelqu'un qui travaille n'a pas le temps matériel pour pouvoir s'occuper d'une personne âgée à mobilité réduite. Justement, quel a été votre parcours avec votre maman qui était en fin de vie? Ma mère a eu beaucoup de chance parce que lorsqu'elle a été à mobilité réduite, j'étais déjà à la retraite. Ma femme est femme au foyer. Et depuis au moins 10 ans, je préparais tous ceux qui gravitent autour de la maison en leur disant « Joue-la, maman, pépé, là, en kéméné ici, là. » Donc tout le monde savait que le jour où Madame Millonnette, comme on l'appelait, aurait des difficultés à déambuler dans sa maison, elle allait regagner, elle allait revenir chez moi. Et malgré cela, vous avez été quand même confronté à certaines difficultés. Vous mettez en lumière la solitude des personnes aidantes. Vous étiez seul, finalement, pour accompagner votre maman.
À part les membres de la famille de ma femme, je n'ai vu personne. J'ai vu les personnes officielles, auxiliaires de fin de vie, chapeau pour elles, je leur donne 20 sur 20. Le personnel de l'HD qui est arrivé lorsque ma mère a fait un AVC, 20 sur 20. En revanche, je soulève un problème tout de suite, c'est peut-être ça qui fait que depuis quelque temps, on privilégie plutôt le développement des EHPAD. C'est la coordination lorsque la personne âgée doit être soumise à un examen. C'est un problème. En 1 mois et 10 jours, j'ai compté, 11 fois, j'ai eu des rendez-vous manqués. C'est-à-dire, ma mère à l'époque avait des flacons, etc., de trucs sur elle. Le personnel de l'HD arrivait à 5h30 du matin, on la préparait, et à 13h, j'étais obligé de téléphoner pour dire que je n'ai pas vu l'ambulance. Michel Ondé, à qui s'adresse ce livre? Aux autorités, aux élus locaux, aux Guadeloupéens? À vrai dire, je ne compte pas beaucoup sur les autorités. J'ai fait ce livre de manière que celui qui décide dans le confort de son salon en que fait maman vénécident sache à quoi il doit s'attendre. Il va être seul, il sera fatigué, épuisé, mais seul tout le temps. S'il est prêt à faire ça, moi je ne regrette pas d'avoir fait ça pour ma mère, je suis prêt à recommencer si jamais le cas se représentait. Michel Ondé, finalement, ce livre se présente également comme un guide, mais il ne se veut pas, en tout cas, totalement démoralisant. Je crois que vous voulez également apporter de l'espoir à ces personnes. Oui, c'est-à-dire, si on me demande mon opinion, je vais la donner d'ailleurs, c'est il faut des EHPAD. Sauf si la personne est en retraite et qu'elle est volontaire pour le faire. Parce qu'on oublie quelque chose, il ne suffit pas d'être en retraite. Il ne suffit pas de tout ça. Il faut que votre conjoint ou conjointe soit d'accord. Il faut que les enfants, il faut que tout le monde, tous ceux qui sont dans la maison soient d'accord. Pour ma mère, le problème ne s'est pas posé. Tout le monde était d'accord. Pour vous donner une anecdote, lorsqu'on a vu que, franchement, ma mère n'allait plus gambader, c'est ma belle-mère qui lui a offert la robe avec laquelle on l'a enterrée. Alors, il faut une solidarité, en tout cas familiale. Il faut une solidarité. Chez nous, ça a joué. Mais 10%. Merci Michel Ondé d'avoir accepté notre invitation ce soir pour nous parler de votre livre qui est déjà en librairie. Oui. On poursuit ce journal avec une note festive cette fois. En Guyane, la communauté asiatique a célébré son nouvel an, l'année du coq, qui a officiellement démarré. Pour l'occasion, une vingtaine d'artistes. Et puis on me dit tout de suite à l'oreillette que finalement nous allons d'abord voir Léna Blou, la danseuse chorégraphe très connue, emblématique, qui a lancé un appel aux dons pour financer une nouvelle école de danse. Un appel à la solidarité populaire sur Internet, un reportage signé Isabelle Hameau. On regarde ensemble. C'est désormais ici, toujours dans le quartier de l'assainissement, que se trouve le centre de danse et d'études chorégraphiques Léna Blou. De nouveaux locaux pour réaliser l'ambition de toujours, c'est-à-dire faire du CEDEC le lieu représentatif de la danse en Guadeloupe à l'échelle internationale. Il faut effectivement avoir un lieu qui s'adapte à la grande ambition que j'ai de mon pays. Et donc, c'est là tout l'enjeu, de manière à ce que à la fois les élèves travaillent dans de meilleures conditions, les parents. Je crois que j'avais bien pensé le nom, je ne l'ai pas appelé école de danse, je l'ai appelé centre de danse et d'études chorégraphiques. Donc ce sont ces actions qui sont peut-être passées inaperçues, que je porte depuis 26 ans, c'est-à-dire faire venir des artistes internationaux, mais dans le sens égal à égal. Ça veut dire que moi aussi je vais nommer et témoigner de la culture qu'a à l'étranger. C'est organiser des colloques, c'est augmenter ce que j'appelle la culture chorégraphique. Pour mener à bien ce projet, la chorégraphe lance une campagne solidaire depuis sa page Facebook. Elle consiste à faire un don à partir de 10 € pour l'aménagement du CEDEC. C'est une participation appel à tous, c'est des dons, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un crédit d'impôt. Donc si par exemple les gens donnent 100 €, en fait ils vont payer que 34, enfin payer c'est entre guillemets, offrir je dirais que 34 €. Donc ça va de 10 € et par exemple ils peuvent avoir un billet gratuit pour le spectacle. Voilà, pour chaque don donné en fonction du taux je dirais, c'est valable autant pour le tout public, les gens.
et aussi les entreprises. Il reste des miroirs, vous voyez le mur il est sans miroir, il y a des barres et l'aménagement, les vestiaires, enfin une somme de petites choses, mais ce sont les petits riens comme ça qui paraissent tout à fait anodins, mais qui sont essentiels pour le mieux-être de tous ceux qui fréquentent l'espace. Une action solidaire qui porte déjà ses fruits, puisqu'en l'espace de 2 semaines, l'ENABLU a pu atteindre la moitié de son objectif. Néanmoins, les dons restent ouverts jusqu'au 9 mars. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du centre commercial d'Estreland de Bemao de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois, le numéro de la rédaction, ou encore à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes et d'y planter pour questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.